Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Olivier Paccaud. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur de l'Oise, rattaché au groupe LR. Vous réagirez notamment aux petites précisions d'Édouard Philippe hier sur la réforme des retraites. Durant ces 2 heures, nous irons également en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec Fanny Conqui. Et puis nous irons dans l'hémicycle avec Alexandre Poussard. Différents budgets du projet de loi de finances 2020 sont en débat au Sénat, et notamment sécurité et immigration. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Tam Tranui. Bienvenue Tam. Les municipales à Marseille, ça se complique chez LR. Et oui, entre guerre fratricide, dissidence et gestion calamiteuse, tous les ingrédients pour perdre une mairie qui pourtant appartient au LR depuis 25 ans. On en parlera dans un instant. Samia Dechir fait aussi partie du club aujourd'hui. Bonjour Samia. Le Sénat étudie aussi de près le budget dédié au sport dans le PLF. Un budget en trompe-l'œil, disent les sénateurs, beaucoup pour les JO et pas assez pour les petits clubs. Caroline Deschamps est également avec nous aujourd'hui, chef du pôle web de Public Sénat. Bonjour Caroline. Le Black Friday est en question. Et oui, Black Friday versus Green Friday. Quel teasing! Dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous reviendrons sur le budget immigration prévu pour 2020. Il est en hausse de près de 10%. Encore insuffisant, nous dit la droite sénatoriale. Nous verrons pourquoi. Hashtag ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord, ces précisions apportées par Édouard Philippe sur la réforme des retraites. On a un calendrier, des annonces mi-décembre et un texte au Parlement début janvier. Est-ce tenable? On se posera la question dans un instant, notamment avec vous, Olivier Paccaud. D'abord, les réactions et les précisions, c'est avec Sandra Cerquera. Se montrer ouvert au compromis pour jouer l'apaisement, c'est tout l'objectif du gouvernement. Édouard Philippe reste ferme sur les régimes spéciaux tout en bousculant le calendrier. Le régime universel des retraites commencerait au plus tard en 2035, au lieu de 2025 pour les personnes déjà en activité. On ne change pas un contrat social brutalement. Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux. C'est la conséquence mécanique de l'instauration d'un régime universel de retraite. Mais nous ne voulons pas stigmatiser ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. Autrement dit, l'universalité, oui, la brutalité, non. Le projet de réforme sera présenté début 2020. Pour René-Paul Savary, rapporteur retraite au Sénat, le gouvernement continue à maintenir un flou qui alimente les inquiétudes. S'il veut que cette réforme soit comprise par le maximum de personnes, il faut qu'il y ait un maximum de gagnants et très peu de perdants. Ce qui veut dire qu'il faut remettre de l'argent sur la table, puisque le mode de calcul des préconisations de commissaire a été calé sur une trajectoire qui s'avère déficitaire dans les années 2025-2030. Donc il faudra trouver les moyens de combler ce déficit. Le gouvernement a garanti que la valeur du point de retraite sera indexée sur le niveau de salaire. Un système que la gauche continue de dénoncer. Bien évidemment, ce n'est pas les régimes spéciaux qui sont uniquement touchés, c'est l'ensemble des futurs retraités. Et le gouvernement a pris conscience que ça sera extrêmement difficile de faire avaler cette potion extrêmement amère aux salariés. Édouard Philippe se dit malgré tout déterminé face aux syndicats et à la mobilisation qui s'annonce. Un séminaire est même prévu ce dimanche à Matignon pour continuer à rappeler les éléments de langage et inviter tout le monde à faire de la pédagogie. Allons plus loin donc avec vous. D'abord Olivier Paccaud, sénateur de l'Oise, rattaché au groupe LR, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Il vous a rassuré le discours d'Édouard Philippe ou il a suscité davantage d'inquiétudes? Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il a fait un exercice de diplomatie sociale qui s'imposait, qui n'était pas facile, mais qui n'est pas totalement réussi dans la mesure où on n'en sait pas vraiment plus. Alors c'est vrai qu'on est passé des calendes du grand-père aux calendes du père. J'oserais dire. Mais les questionnements restent toujours aussi nombreux et les interrogations toujours aussi fortes. Le problème, c'est un vrai flou. Alors, il y a eu une cacophonie entre les ministres, entre Jean-Paul Delevoye et le Premier ministre. Il y a aussi une contradiction entre les annonces, les engagements du président de la République pendant la campagne présidentielle et la réforme qui semble arriver sur la table. Et donc très concrètement, ce qui commence aussi à voir le jour, c'est l'idée que cette réforme va, sous couvert de justice sociale, aboutir à une dégradation
de la situation réelle des futurs retraités. Alors, j'ai entendu mes collègues René-Paul Savary et Pierre Ouzoulias s'exprimer, je partage leur avis. Notamment, par exemple, il y a la problématique des femmes et des femmes enseignantes. Alors là, c'est le cas, entre guillemets, le pire, qui vont être totalement perdantes sur le schéma qu'on nous annonce. Mais comme ce schéma est pas très clair, honnêtement, je suis impatient de savoir exactement ce que l'on va avoir à voter. Justement, on va en savoir un petit peu plus assez rapidement, puisqu'on a quand même un calendrier, des annonces à la mi-décembre et un texte qui arrive au Parlement début janvier. Vous y croyez ou vous pensez que le délai est trop juste ? Écoutez, j'espère qu'ils tiendront leur délai, parce que quand on dit une chose, vaut mieux me la faire. Maintenant, ça me paraît un petit peu précipité, tout en ayant été très long à se décanter. Je trouve que notre président philosophe aurait dû peut-être insuffler un petit peu le discours de la méthode à son gouvernement, parce que là, c'est parti dans tous les sens. Je rappelle simplement une chose, c'est que dans le programme du président de la République, il y avait l'âge de retraite, 62 ans, on n'y touche pas. Ouais. 1. 2. Et là, je vous invite à relire le programme d'En Marche. On ne touchait pas aux régimes spéciaux. On voulait un régime universel sans toucher aux régimes spéciaux. C'était le en même temps des retraites. Il faut le relire. C'est assez cocasse, mais ça a ses limites. Et aujourd'hui, moi, je comprends, même si je pense qu'il faut réformer le système des retraites, du fait de la réalité démographique et de la réalité financière. On a un rapport du COR qui nous parle, à l'horizon 2025, d'un déficit qui irait entre 8 et 17 milliards d'euros. Donc, on ne peut pas rester sans bouger. Néanmoins, il faut le faire de façon claire et, pour être très honnête, et là, je pense que c'est le vrai problème, se pose la question de l'âge de départ à la retraite, qu'on le veuille ou pas. Olivier Paccaud, je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs, c'est l'heure du club. Et Tam Trani, on va commencer avec vous. Vous êtes intéressé aujourd'hui à Marseille, où la succession de Jean-Claude Gaudin semble très compliquée. Mais oui, à Marseille, c'est pas plus belle la vie, c'est plutôt dynastie. Jean-Claude Gaudin, après avoir... effectivement, c'est assez sympa. Pas vraiment pour les Marseillais, en tout cas. Mais Jean-Claude Gaudin, après avoir régné sur la cité phocéenne, faut-il le rappeler, pendant 24 ans, est en train de laisser sa ville dans un sacré bazar. Vous connaissez l'adage, après moi le déluge. Eh bien, j'en ai trouvé le créateur, c'est Jean-Claude Gaudin. Alors, hier, on a appris notamment que LR investissait officiellement comme candidate à la mairie de Marseille Martine Vassal. Martine Vassal, elle est à la tête du département, à la tête de la métropole, mais surtout, elle a été adoubée par Jean-Claude Gaudin, mais n'allait surtout pas la traiter d'héritière. Écoutez-la ce matin chez nos confrères de RTL. Une élection, un poste, c'est pas un office notarial. Quand vous êtes élu à un poste, vous le gagnez. Ce sont les Marseillais et les Marseillaises qui donnent l'approbation d'avoir un candidat et d'avoir une personne. Donc moi, j'ai travaillé pendant 13 ans aux espaces publics avec Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, c'est un homme bien. Il a transformé cette ville. C'est incontestable. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et puis, il y a eu aujourd'hui un changement de génération. Je ne suis ni dans la rupture, ni la continuité. Je suis dans autre chose. Voilà, donc on a compris qu'elle n'assumait pas forcément d'être l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Il faut dire que l'héritage est un peu lourd à porter. Effectivement, un rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a 15 jours, a fustigé la gestion de la ville par Jean-Claude Gaudin, entre dépenses de personnel disproportionnées, absence de pilotage, de stratégie, école publique délabrée, patrimoine immobilier mal géré, tout ça sur le fond, en plus du drame de la rue d'Aubagne, il y a tout juste un an, catastrophe dans laquelle la mairie a été mise en cause. La rue d'Aubagne, c'est devenu le symbole de l'habitat indigne en France et une allégorie de l'ère Gaudin pour ses détracteurs. Et donc chez LR, tout le monde n'est pas d'accord pour laisser Martine Vassal se présenter à la mairie de Marseille. Et notamment le patron LR de la région, Renaud Muselier, qui lui n'hésite pas à étrier les dernières années de mandat de Jean-Claude Gaudin, qui soutient coûte que coûte son champion. Son champion, c'est le sénateur LR, on le voit, le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles, qui a annoncé qu'il restait candidat à la mairie de Marseille en dissident. Du coup, Renaud Muselier n'hésite pas, lui, à tirer à boulet rouge sur l'héritière Martine Vassal. Écoutez-le dans notre matinale ce matin. Clairement, on a désigné Martine Vassal comme l'héritière. L'héritière de Jean-Claude Gaudin. De Jean-Claude Gaudin. Donc l'héritière d'un système. Et Bruno est donc, de fait, clairement désigné comme la rupture. Et moi, j'ai toujours dit ni système ni extrême. C'est ça la difficulté qu'on rencontre à Marseille. S'ils se battent, ces deux-là, comment ils vont faire ?
Mais comment ils vont faire pour garder la ville? Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est simplement de dire comment elle peut ne pas être l'héritière en partant avec les mêmes positionnés, aidés par Jean-Claude, imposés par Jean-Claude, en prenant les mêmes sortants sur ces listes municipales. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour Marseille, pour les Marseillais, de la désigner comme héritière d'un système défaillant? Je ne crois pas. Ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est qu'évidemment, Martine Vassal, Bruno Gilles, Renaud Muselier, tout ce monde se connaît extrêmement bien. Ils sont tous amis, ils ont tous grandi sous l'ombre tutélaire de Jean-Claude Gaudin. Et que Jean-Claude Gaudin, d'ailleurs, il leur a tous promis à un moment ou à un autre qu'il lui succéderait à la mairie de Marseille. Sauf qu'à ce petit jeu, LR pourrait perdre la ville. Et oui, diviser pour mieux régner, ça a été la stratégie de Jean-Claude Gaudin pour durer. Mais la division, ça marche rarement pour gagner des élections. Or, le RN, vous l'avez dit, est en embuscade. Il est mené par le sénateur Stéphane Ravier, qui est aux alentours de 21% dans les derniers sondages au premier tour, soit devant Martine Vassal et Bruno Gilles, si la droite traditionnelle refuse de s'allier. Olivier Paccaud, Marseille qui pourrait passer aux mains du RN à cause de divisions au sein de la famille politique LR, ça vous inquiète? Écoutez, une succession d'une personnalité aussi forte que Jean-Claude Gaudin, effectivement, si c'est pas préparé, ça peut aller dans tous les sens. Et on s'oriente vers ça parce que ce sont de fortes personnalités. Moi, je connais Bruno Gilles, qui est un de mes collègues. Martine Vassal aussi est une forte personnalité. Donc, il y a tous les ingrédients, effectivement, de la défaite. C'est clair et net. Après, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'un ou l'autre des candidats. Je ne suis pas marseillais. Simplement, il y a quand même une commission d'investiture qui a eu une décision hier. C'est Martine Vassal. Alors vous savez, oui. Alors les partis politiques sont plus qu'utiles à la vie citoyenne et démocratique, mais les choses ont beaucoup changé. Et dans une élection municipale, l'étiquette est de moins en moins utile. C'est de plus en plus l'homme, ce qu'il incarne, l'homme ou la femme, hein, évidemment, ce qu'il incarne. Et donc moi, dans mon département de l'Oise, par exemple, je vois de plus en plus de candidats aux élections municipales qui ne recherchent surtout pas une étiquette. Alors, quand il s'agit des grandes villes, effectivement, l'enjeu politique est beaucoup plus fort. Il y a des commissions nationales qui se mettent en place, mais certains ont parfois l'impression que les dés sont pipés. Et ce qui va engendrer des réactions de refus de la décision de la commission d'investiture. Dans ce que vous dites, on comprend quand même que Bruno Gilles a raison de se maintenir parce qu'il a peut-être davantage de soutien au sein de la population plus que d'un parti. Bah, écoutez, à ce moment-là, c'est la population qui tranchera. Mais le risque est très grand. Et donc après, c'est l'esprit de responsabilité des uns et des autres qui se pose. Mais ayant vécu moi-même, ayant été, entre guillemets, dissident lors d'une élection sénatoriale, et ayant été élu, ayant eu la confiance de mes pairs, je comprends la décision de Bruno Gilles. Maintenant, il faut être très clair et net. Ça peut avoir des conséquences très graves avec l'éventuel basculement de la ville. Pourquoi pas au Front National? Mais ça passe deuxième ville de France. Deuxième ville de France et première ville LR de France. Samia Dechir, on va continuer avec vous ce club. Vous êtes revenu sur les crédits alloués au sport dans le budget 2020. Ils augmentent nettement. Merci au JO. Ou pas, parce que oui, on met beaucoup d'argent pour les Jeux Olympiques, mais peut-être pas assez pour le reste, nous disent les sénateurs. Le gouvernement nous dit que l'an prochain, le budget des sports va augmenter de presque 10%. C'est vrai, mais cette somme d'environ 65 millions d'euros supplémentaires, elle n'est affectée qu'au financement des Jeux Olympiques qui vont atteindre près de 130 millions d'euros l'an prochain. Et pour tout le reste, c'est-à-dire le financement des petits clubs, des équipements de proximité, comme les piscines, eh bien le budget est identique à celui de l'an dernier, c'est-à-dire environ 312 millions d'euros. En fait, depuis plusieurs années, ce budget des sports, il n'a cessé de se réduire, moins 11% depuis 2017, d'après les calculs des sénateurs. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, Claude Kern, qui rappelle au gouvernement l'un de ses objectifs pour 2024. En l'état, le budget n'est de loin pas à la hauteur. Nous voulons amener plus de 3 millions de licenciés d'ici 2024. Si nous n'y mettons pas les moyens, nous n'y arriverons pas et ces ambitions resteront lettres creuses.
Alors, comment on fait pour l'atteindre, cet objectif, Samia, de 3 millions de licenciés supplémentaires en 2024 ? Eh bien, les sénateurs ne manquent pas d'idées parce que le monde du sport ne manque pas d'argent. Enfin, ça dépend dans quel univers sportif on évolue, en fait. Le haut niveau, il génère beaucoup d'argent. Pas forcément pour les athlètes. En tout cas, il rapporte à l'État, en termes de taxes, des taxes sur les paris sportifs, sur les droits de retransmission audiovisuelle. Ça rapporte quand même maintenant plus de 400 millions d'euros en une année. Sauf que sur cette somme, seuls 140 millions d'euros vont effectivement aller au ministère des Sports, soit environ un quart des recettes. Alors pourquoi si peu ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe un plafond qui fait qu'on ne peut pas affecter plus d'une certaine partie de cette somme au ministère des Sports. Le reste, enfin, tout simplement au budget général. Et ce plafond, il a été calculé il y a longtemps, au moment où ces taxes, elles rapportaient beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui. Et pourquoi on ne le relève pas, ce plafond ? Eh bien c'est ce qu'espéraient faire les sénateurs, parce qu'ils considèrent que c'est une forme de solidarité du sport de haut niveau avec celui des petits clubs, des petites associations. Les députés étaient du même avis, du moins au départ, en fait, parce qu'ils ont adopté un amendement en première partie du budget à l'Assemblée nationale pour déplafonner cette taxe. Sauf que le ministère du budget, justement, lui, il ne l'entendait pas de cette oreille. Et du coup, il a demandé un second vote. Et cette fois, la proposition, eh bien, elle a tout simplement été rejetée. Ratée, donc, pour cette fois, mais les sénateurs, ils ont d'autres idées de financement pour augmenter le budget du ministère des Sports. Alors lesquelles ? Quelles idées ? Où trouver les sous, Samia, pour financer ce sport pour tous ? Eh bien, il y a une proposition qui a été faite ce matin par le groupe communiste. Tout simplement reverser au ministère des Sports l'intégralité du budget du service national universel. Vous savez, ce service qui est proposé à un certain nombre de jeunes en France. Ça représente un budget d'environ 30 millions d'euros. C'est pas énorme, mais ces 30 millions d'euros, disent les sénateurs communistes, seraient plus utiles au sport, ou alors au financement de la vie associative, parce qu'on examinait aussi ces crédits-là ce matin, ceux de la jeunesse et des associations, et c'est un amendement qui était porté par la sénatrice Céline Brulin. Il me semble que, je l'ai dit, le premier lieu d'engagement de la jeunesse, ce sont précisément les associations, et que soutenir les associations, c'est favoriser l'engagement de la jeunesse, et je pense de manière beaucoup plus efficace que par le SNU. Voilà pourquoi nous faisions ce lien. Cet amendement, il a été rejeté. Une grande partie des sénateurs étaient contre, à droite notamment. On a dit, on ne va quand même pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Mais vous, Olivier Paccaud, vous avez soutenu cet amendement communiste. Pourquoi ? Mais oui, parce que je pense effectivement, notamment que la vie associative est en grande souffrance dans notre pays, notamment dans les zones rurales, depuis notamment la suppression de la fameuse réserve parlementaire qui avait fait couler tant d'encre, mais qui amenait tant de moyens à des petites associations qui en avaient besoin. Et le service national universel est sur... je pense que c'est une bonne mesure. Néanmoins, c'était une façon de montrer, par mon vote, que la vie associative méritait d'être mieux considérée. Je fais partie des élus. On est souvent invité à des assemblées générales, à des manifestations. J'y vais toujours. Et par contre, je suis un des rares parlementaires à verser une partie de mes indemnités aux associations de mon canton ou aux communes de mon département. Et la vie associative, pour moi, c'est essentiel en matière de lien social. Alors, le SNU a pour but de recréer un esprit citoyen, entre guillemets, au sein de notre jeunesse. Vous y croyez aussi ? Au SNU ? Oui, au fait que ça recrée ce lien, ou vous croyez davantage justement à la vie associative pour recréer ce lien ? Écoutez, je pense que les deux sont utiles, mais les associations ont été trop fragilisées depuis 2017 avec la suppression de la réserve parlementaire et des contrats aidés qui ont été réduits comme peau de chagrin. Et donc c'était une manière de effectivement pousser un petit coup de gueule, mais je pense franchement que c'est une grosse erreur que le gouvernement n'a pas encore rattrapée, sincèrement. Mais concrètement, quel argent on trouve alors pour cette vie associative ? On le prend du côté du SNU ? On va prendre une partie, la totalité comme le veulent les communes ? De toute façon, cet amendement, il a été rejeté. Mais très concrètement, aujourd'hui, la vie associative, elle est avant tout financée par ce qu'on appelle le FDVA, le Fonds départemental de la vie associative, qui devait être alimenté en partie par l'ex-réserve parlementaire, mais arrivé, ça a été des montants minimes. Il faut effectivement redévelopper... consolider ce FDVA et puis surtout aussi le rendre plus transparent parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie recentralisation. Du temps de la réserve parlementaire, c'était les parlementaires qui pouvaient aider et qui connaissaient leur territoire. Aujourd'hui, c'est le préfet. Monsieur le préfet, entouré de quelques personnalités élues
mais pas de parlementaires pour l'instant. Et nous souhaitons pouvoir obtenir une vraie transparence sur la distribution de ces fonds. Ça n'était pas forcément plus transparent du temps de la réserve parlementaire où il n'y avait pas d'obligation justement de transparence pour les parlementaires? Alors, c'était pas plus transparent, sauf pour les parlementaires qui publiaient la liste des associations ou des communes qu'ils aidaient. De manière volontaire. Bon, ceci étant, pour les communes, il y avait forcément une délibération du conseil municipal, donc c'était forcément en public. Pour les associations, elles le faisaient savoir, elles aussi. Maintenant, un parlementaire intelligent, il aide tout le monde. Il aide pas seulement ses amis, s'il est intelligent. Sincèrement, c'est le meilleur moyen d'être élu, si vous voulez parler de clientélisme. Là, maintenant, le clientélisme, il est préfectoral. Il faut dire clairement les choses. Allez, Caroline Deschamps, on va poursuivre avec vous. On termine ce club avec vous. Vous êtes chef du pôle web de Public Sénat. On est à la veille du Black Friday. Personne n'a pu passer à côté. Je suis sûre, même vous, Olivier Paco, on l'entend partout. Oui. Mais il pose un certain nombre de questions maintenant sur le Black Friday. Oui, je ne sais pas vous, mais moi, Rebecca, depuis lundi, ma boîte mail est littéralement inondée de messages. Mes réseaux sociaux de posts sponsorisés Black Friday avec des promos en tout genre. Alors, le Black Friday, vous savez, c'est cette opération venue des États-Unis qui lance traditionnellement les achats de Noël avec d'importantes réductions. Ça a d'abord été mis en place pour les sites en ligne et puis finalement les magasins physiques en France le transforment souvent carrément en semaine, la Black Week, l'occasion de faire des bonnes affaires, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Oui, d'ailleurs le Black Friday suscite de plus en plus d'opposition sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Oui, et notamment pour des raisons environnementales. Au sein même du gouvernement, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, a alerté lundi sur BFM Business contre la pollution générée par le Black Friday. On l'écoute. C'est un peu une frénésie de consommation où à coup de remises, de publicité, on vous incite à acheter des produits dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Je voudrais qu'on ait en tête un chiffre. L'an dernier, au lendemain du Black Friday, c'était 1 million de colis livrés dans Paris. Donc on ne peut pas à la fois vouloir baisser les émissions de gaz à effet de serre et appeler comme ça une frénésie de consommation. Frénésie, le mot est lâché, mais il est vrai qu'aux États-Unis, ce vendredi noir, les gens se ruent littéralement dans les magasins, ce qui provoque des accidents et des bousculades. Alors, il y a eu une deuxième salve, Rebecca, au sein de l'exécutif. Brune Poirson, la secrétaire d'État, a dénoncé, elle, je cite, une double arnaque pour la planète et le porte-monnaie. Elle mise, elle, sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Troisième salve, lors de l'examen de la loi anti-gaspillage en commission à l'Assemblée, les députés ont adopté un amendement de Delphine Batho qui vise à interdire les promotions du Black Friday. Bravo, tweet Mathieu Orphelin, le député ex-LREM. Pas sûr pourtant, Rebecca, que l'amendement soit adopté le 9 décembre prochain, car évidemment, du côté des commerçants, eh bien, on défend vigoureusement le Black Friday. François Monboisse, le président de la Fédération des entreprises de vente à distance, montre sur Twitter que novembre est le plus gros mois de l'année avant décembre, depuis le Black Friday. Et Bruno Le Maire, me direz-vous. Mais oui, Bruno Le Maire, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas beaucoup sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs. En tout cas, il est sûr qu'il n'est pas tout à fait sur la même ligne que ses collègues de l'écologie, puisque c'est lui qui, en 2017, a souhaité importer le Black Friday en France. Il est peut-être un peu embarrassé, Bruno Le Maire. Toutes les enseignes le font, ce Black Friday, Caroline ? Et non, la marque de vêtements, je vais citer une marque, même si je n'ai pas trop le droit. Allons-y. La marque de vêtements Fago et 650 marques françaises ont décidé de boycotter le Black Friday et se sont regroupées sous le collectif Make Friday Green Again. La raison invoquée, une journée qui incite à une surconsommation déraisonnable avec un coût environnemental et social. Alors on ne sait pas si c'est une véritable sensibilité écolo ou un coup de com', on verra. Toujours est-il que l'appel à un Green Friday fait de plus en plus d'adeptes sur les réseaux sociaux. Les assos écolos comme Extinction Rébellion ou Greenpeace appellent carrément au Block Friday avec des actions dans toute la France pour dénoncer, je cite, la plus grande braderie de la planète. Alors on verra demain, Rebecca, si Green is the new black. Et on en parlera dans notre grand débat tout à l'heure. Olivier Paco, vous êtes plutôt Green Friday, Black Friday, Block Friday, vous êtes quoi ?
Alors très honnêtement, je serais plutôt Black Friday. Ah ouais. Oui. Alors on est pris dans la porcelaine de nos contradictions parce que d'un côté, on tient de plus en plus un langage éco-responsable, citoyen éco-responsable, et on a raison. Mais de l'autre, on a, Madame le ministre parlait de frénésie, effectivement, de surconsommation. Et évidemment, ce Black Friday, il peut être utile aussi pour des gens modestes, qui vont pouvoir s'offrir des choses qu'ils ne pourraient pas s'offrir le reste de l'année. Donc là, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même cette espèce de course pathologique au toujours plus, à avoir plus, à posséder plus, qui a des conséquences environnementales dramatiques. Mais vous allez jusqu'à dire qu'il faut aller vers un modèle de décroissance, qu'il faut cesser cette... Non, le mot décroissance me gêne, mais in medio stat virtus, je veux dire, il faut vraiment avoir un minimum de bon sens et il faut savoir raison garder. Et c'est vrai qu'on est allé trop loin, certainement, dans cette frénésie de consommation. Je pense que le mot utilisé par Mme Borne est juste. Allez, Olivier Paccaud, on continue. C'est l'heure de Ça se passe chez vous. Et direction les Côtes d'Armor pour voir où en sont les Gilets jaunes. 1 an après le déclenchement du mouvement, eh bien, à Plérin, le maire a lui-même décidé d'agir au niveau local pour aider la population. Il a par exemple pris des mesures en faveur du pouvoir d'achat pour les employés municipaux. Et si la crise des Gilets jaunes pouvait se régler aussi au niveau local? On va se poser cette question après le reportage de Cécile Sixou et de Jonathan Dupriez. Plus de pouvoir d'achat, c'était une revendication des Gilets jaunes. À Plérin, où nous sommes, le maire a décidé d'offrir une prime annuelle aux agents municipaux qui touchaient moins de 1 800 € par mois. On est avec Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes donc dans ce cas, je m'installe avec vous. Vous êtes donc dans ce cas, vous avez touché une prime de la mairie. Vous avez reçu une lettre. Est-ce que vous pouvez me lire cette lettre que vous avez ici avec vous? Alors oui, tout à fait. Donc l'objet de la lettre, versement de la prime de soutien au pouvoir d'achat. Donc on a été informé qu'on allait justement recevoir une prime pour le pouvoir d'achat qui s'élève à 410 € bruts, soit 350 € net. Combien ça représente par mois cette prime que vous avez touchée? Ça représente l'équivalent d'à peu près 30 € par mois. Est-ce que vous touchez combien actuellement? Environ 1 360 €. Ça a été une bouffée d'oxygène d'avoir cette prime? Oui, tout à fait, parce que elle nous a été versée en une seule fois. Donc effectivement, d'avoir cette prime qui arrive d'un coup sur le compte, ça fait toujours plaisir. Ça permet justement d'être à jour au niveau financier. Et puis voilà, après on verra s'il en reste. S'il en reste, peut-être des cadeaux à Noël. Tous ceux qui ont bénéficié de cette prime, justement, ils ont tous été très contents comme moi, je pense. Tout le monde en a besoin. Dès qu'il s'agit du pouvoir d'achat, on prend tous, je pense. On va aller voir le maire de Plérin pour savoir pourquoi il a donné cette prime à ses agents municipaux. Bonjour Monsieur Cardraon. Bonjour, bienvenue. On vient de voir un de vos agents municipaux qui a touché cette prime. Pour vous, quel a été le déclic pour mettre en place cette prime? Le déclic, ça a été le mouvement des Gilets jaunes en décembre de l'année dernière. Et on avait décidé, effectivement, nous, collectivités, de répondre à l'appel du président Macron et d'allouer cette fameuse prime au pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous l'avez financée, cette prime? On l'a financé par des économies, on l'a financé aussi par le fait qu'on avait touché des droits de mutation supplémentaires. C'est 100 000 € à peu près pour 168 personnes. Ici à Plérin, vous aviez des cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un an après, on peut dire que les demandes initiales des Gilets jaunes, je pense notamment tout ce qui tourne autour du pouvoir d'achat, les questions sont toujours restées en suspens. Il n'y a pas de réponse positive à leurs demandes. Il y a eu un grand débat national qui a rassemblé les élus, un certain nombre de forces vives, les acteurs sociaux. Et quand on écoute, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en France, on peut se dire que le mouvement, notamment dans sa phase initiale, n'a pas forcément été entendu. Vous avez fait d'autres choses que ces primes ou ces cahiers de doléances? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez fait d'autre? On a également pris la décision de leur allouer un terrain municipal afin qu'ils puissent se réunir et se rencontrer régulièrement. Donc ce terrain a été occupé pendant près de 4 à 5 mois. On va voir le terrain du coup? On y va avec plaisir et puis on est parti. Donc c'est ici qu'ils étaient installés au plus fort du mouvement. J'avais effectivement négocié avec eux qu'ils n'occupent pas le rond-point, mais qu'ils s'installent ici pour qu'ils soient aussi visibles de la population. Et ils se retrouvaient là régulièrement. Ils étaient une trentaine, une quarantaine régulièrement à se rencontrer, à se réunir. C'était occupé le jour et il y avait une permanence la nuit.
vous veniez régulièrement leur rendre visite à ces Gilets jaunes ? Oui, tout à fait, je venais régulièrement les rencontrer. C'est là que j'ai pu me rendre compte aussi de la sociologie des personnes qui étaient là et de la difficulté qu'ils avaient à vivre au quotidien, et notamment des retraités, bas salaires, bas revenus, des professions médicales ou paramédicales comme les aides-soignantes ou les infirmières. Le maire de Plérin reste attentif à ses administrés qui avaient manifesté il y a un an sur ce terrain. Pour lui, si les Gilets jaunes sont aujourd'hui moins visibles, le malaise reste bien présent. C'est ce qui s'appelle être à l'écoute de la colère sociale, Olivier Paccaud. Oui, alors moi je vais vous dire deux choses. La première, c'est que la fameuse prime de 1 000 €, la prime Macron, en fait, c'est une prime d'initiative parlementaire à la base, puisqu'il y avait une proposition de loi du député Olivier Dassault en 2017, en octobre 2017 à ce sujet, que nous l'avons reprise avec le sénateur Jean-François Rapin, et qu'elle a ensuite été reprise. Et nous nous en félicitons, même si dans le cadre du budget 2020, nous avons regretté que sa reconduction soit conditionnée éventuellement à la mise en place dans les entreprises de la participation, ce qui est strictement impossible dans les toutes petites entreprises. Néanmoins, c'est une bonne chose. Après, les collectivités, quand elles ont des moyens, elles font des choses. Et dans mon département de l'Oise, nous avions mis en place dès 2015 ce qu'on appelle le passe permis citoyen. C'est une aide de 600 € pour les jeunes qui passent le permis de conduire, en échange de 70 heures de contribution citoyenne au service soit d'une association, soit d'une municipalité. Nous en sommes à plus de 12 000 bénéficiaires. Parce que passer le permis pour une famille modeste ou même de classe moyenne, c'est très coûteux. Et effectivement, le problème du pouvoir d'achat, il est encore très présent dans notre pays, c'est bien évident. Vous dites que ces collectivités peuvent faire des choses, mais plus que Quand ça, elles ont des peut-être moyens. qu'elles peuvent régler les choses. Oui, non, mais bien sûr. Alors, c'est un très bel exemple quand même. Très beau reportage. Parce que je pense que c'est une ville qui n'est pas si grande que ça. Hein. Mais moi, je connais des petites villes qui font aussi des petits gestes, alors envers des aînés, envers des familles avec de jeunes enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la recentralisation. Je pense sincèrement que un des moyens de résoudre une partie des problèmes de notre pays, c'est de faire confiance à l'intelligence des territoires, à l'intelligence des collectivités qui savent point par point mieux répondre que l'État parce qu'elles sont plus proches de la problématique. Et on en a vu un bel exemple dans ce reportage de Cécile Sixou et Jonathan Dupriez. Merci infiniment Olivier Paccaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les trois d'avoir fait partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair.